Oui au glyphosate, en fait. Oui au glyphosate. Voilà. Et je parle sous le couvert des experts. Il n'y a pas de problème pour la santé des humains. Ils sont tous d'accord. Scientifique d'abord. Tous d'accord. Alors, pour le coup, il y a consensus. 17 sur 18. Tous d'accord. Il faut que le courage politique, les politiques, aient le courage de dire le glyphosate, c'est bien pour les agriculteurs, en fait. Difficile à dire. Faut le dire. La vérité n'est jamais amusante, sinon tout le monde la dirait. La plupart des gens ont entendu parler en fait, du scandale planétaire du glyphosate, mais n'en connaissent pas forcément tous les détails. Est-ce que vous pouvez revenir dessus rapidement, en quelques mots? Que s'est-il passé? Alors, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu à ces sujets, le glyphosate, c'est un peu le produit qui n'est pas dangereux. C'est une sorte de miracle de l'agrochimie. Souvent on dit, les promoteurs de ce produit disaient dans les années 90, au début des années 2000, que c'est comme du sel de table. C'est moins toxique que du sel de table. Donc c'est formidable. On peut tuer des mauvaises herbes à grande échelle sans porter atteinte à l'environnement ou à la santé. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de génial. Donc le glyphosate était paré comme ça d'une aura d'innocuité qu'il a été très difficile d'entamer. Et ça a été entamé en 2015 pour la première fois, donc il y a 8 ans. Par une organisation qui s'appelle le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est une agence qui dépend de l'OMS, et c'est une agence dont la mission est de travailler sur le cancer d'une manière générale, mais aussi de faire de la classification. La classification, c'est quoi? C'est de choisir des agents chimiques ou autres, dont on soupçonne qu'ils sont liés à des cancers, et à faire une monographie, c'est-à-dire à examiner très méticuleusement l'ensemble des preuves disponibles dans la littérature scientifique qui associent ou non ce produit ou cet agent à une forme de cancer. Et en 2015, ce que le CIRC a dit, c'est que le glyphosate, donc en 2015, le CIRC a rendu public son expertise sur le sujet, et en 2015 a classé le glyphosate parmi les cancérogènes probables. Donc c'est le niveau juste au-dessous de cancérogènes avérés. Et donc tout à coup, ça a été une sorte de choc, parce qu'on s'est rendu compte que ce produit qu'on pensait être tout à fait sûr, efficace, utilisé depuis très longtemps, en réalité, il y avait une forte probabilité pour qu'il soit associé à des cancers, en particulier des lymphomes non-Hodgkiniens. Et cette histoire-là, cette monographie, cette expertise, a lancé tout un tas de processus, et en particulier des grands procès aux États-Unis. Au dernier pointage, il y avait 138 000 personnes qui attribuaient leur cancer à leur utilisation de glyphosate et qui poursuivaient ou qui avaient poursuivi ou qui ont poursuivi Monsanto, aujourd'hui Bayer, aux États-Unis. Et justement, le scandale, il est aussi autour du fait que derrière cet avis qui est rendu par le CIRC, donc Agence de l'Organisation mondiale de la santé, on a en fait un certain nombre d'agences et d'autorités européennes qui sont venues contredire ça. Et donc ça, c'est le travail de Monsanto derrière qui a fait du lobbying pour empêcher justement que ce soit rendu public et que tout le monde y croit d'une certaine manière à ce que le glyphosate soit cancérogène. Tout à fait. Effectivement, une partie, d'ailleurs la majeure part de ce scandale, c'est d'une part le fait que les agences réglementaires du monde entier ont un avis qui est radicalement opposé à celui du CIRC, qui est tellement radicalement opposé d'ailleurs que c'en est presque drôle. C'est-à-dire que, par exemple, une des étapes que les toxicologues associent à la cancérogénèse, c'est-à-dire le fait de développer, de générer un cancer, c'est ce qu'on appelle la génotoxicité, c'est-à-dire un produit qui est capable d'altérer, d'être toxique pour l'ADN. D'accord ? Et donc ça, c'est une propriété assez basique d'une molécule qui ne devrait pas être très compliquée de documenter. Eh bien, le CIRC, dans son avis de 2015, dit qu'il y a des preuves fortes que le glyphosate soit génotoxique. Et toutes les agences réglementaires du monde disent que non, le glyphosate n'est pas génotoxique. Donc même sur quelque chose de très simple, en quelque sorte, à établir, il y a une divergence fondamentale. Donc ça, c'est vraiment une partie de cette histoire qui est très perturbante, que les agences réglementaires, sur une question qui n'est pas très compliquée, disent quelque chose de radicalement différent du CIRC, qui est l'autorité, c'est vraiment l'autorité scientifique qui fait référence sur le sujet, c'est quelque chose de très perturbant. Et la deuxième chose, comme vous l'avez rappelé, avec ma collègue Stéphane Aurel, on a fait une enquête à partir des documents internes de Monsanto, qui ont été récupérés par les avocats d'un certain nombre de plaignants aux États-Unis. On appelle ça c'est un processus de discovery. Les avocats vont récupérer de la documentation dans les serveurs des entreprises qui sont soupçonnées d'avoir nui à la santé publique ou à l'environnement. Le fonctionnaire américain qui était chargé de l'évaluation
aux États-Unis, demandait des rétributions ou des récompenses à Monsanto par mail pour service rendu. On a établi que Monsanto s'était livré à des pratiques de ghostwriting. C'est-à-dire qu'en fait, le ghostwriting, c'est quand une entreprise demande à des chercheurs indépendants d'endosser, de signer des articles scientifiques qu'ils n'ont pas intégralement écrits pour blanchir et donner une aura d'indépendance à des papiers, des études ou des articles scientifiques qui blanchissent le glyphosate. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été assez bien documentées par ces fameux Monsanto Papers, et puis d'autres choses. Enfin, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais le fait, par exemple, que le rapport de 2017, le pré-rapport d'expertise européen, a été, dans une très large mesure, en tout cas les chapitres clés, ont été copiés-collés du dossier réglementaire fourni par Monsanto. Et donc voilà, moi, vous, le public, pensait que cette expertise était une expertise indépendante, qui était faite par des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, et on s'est rendu compte que pour des sections entières, c'était un copier-coller de ce que Monsanto disait de son propre produit. Mais comment est-ce que c'est possible, ça ? Enfin, c'est ça qui paraît le plus fou, en fait, quand on lit justement cette enquête. C'est de se dire comment est-ce que toutes les agences réglementaires européennes et du monde ont pu aller à l'encontre de l'avis d'une entité respectée, de scientifiques qui... normalement, rend des avis qui sont justes, qui sont dans la réalité, dans la vérité. Dans la science, en tout cas. Alors, c'est une question qui est intéressante, et quand on la présente comme ça, de manière un petit peu abrupte, on se disqualifie assez facilement, parce que les gens en face de vous disent « mais c'est pas un complot, quand même. Il n'y a pas de complot des agences réglementaires du monde entier pour dire ce produit ne présente aucun risque, alors que d'un côté, il y aurait une agence qui serait plus vertueuse et qui dirait le contraire. » En fait, les choses sont assez différentes. D'ailleurs, ça a été assez bien documenté dans la littérature scientifique. C'est que la matière première de l'expertise n'est pas la même dans le cas du cirque et dans le cas des agences réglementaires. Une agence réglementaire, comme par exemple l'EFSA en Europe, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, ou l'EPA aux États-Unis, l'Agence pour la protection de l'environnement, ce sont des agences qui vont, de par la réglementation, c'est-à-dire la loi, utiliser les études qui sont générées par les industriels eux-mêmes sur leurs produits. Et à partir de ces études, essentiellement, elles vont rendre un avis sur le produit en question. Alors en Europe, elles sont théoriquement obligées de regarder la littérature scientifique indépendante également, mais de fait, elles ne le font. Bon, elles le font en général pour écarter la littérature scientifique parce que ça ne répond pas à un certain nombre de critères qui sont très précis et établis dans des séries de cahiers des charges qui doivent être suivis, etc. Bon, bref, c'est un peu technique, mais en gros, l'idée, c'est que d'un côté, vous avez des agences réglementaires qui utilisent la réglementation pour donner un avis à partir de données qui sont produites par les industriels. Et de l'autre côté, vous avez le cirque qui, lui, se saisit de la littérature scientifique telle qu'elle est publiée dans les revues savantes et qui ensuite fait une analyse de ce corpus-là. Et donc, les résultats sont diamétralement opposés. Et j'ajoute quelque chose qui est important, c'est que le cirque est de moins en moins isolé, puisque depuis 2015, en fait, la plupart des nouvelles connaissances qui sont acquises sur le sujet, elles vont plutôt dans son sens. Et par exemple, dans son expertise collective qui a été rendue en juin 2021, l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est un peu le bateau amiral de la recherche biomédicale française, dans son expertise collective sur pesticides et santé, a un chapitre sur le glyphosate où, globalement, l'INSERM va plutôt dans le sens du cirque que des agences réglementaires. Donc c'est intéressant. Vous avez d'un côté des institutions scientifiques qui rendent des avis qui ne sont pas réglementaires, qui sont consultatifs, on donne un avis, et puis il n'impose rien ensuite. Et de l'autre, vous avez un monde réglementaire qui donne des avis, qui rend des avis, qui, eux, sont contraignants dans le sens où, si, par exemple, l'EFSA ou l'ECHA validaient cette idée que le glyphosate est un cancérogène probable, il ne pourrait pas être réautorisé. C'est impossible. La réglementation européenne est très claire. Un pesticide, s'il est cancérogène probable ou avéré, il n'entre pas sur le marché. Et est-ce qu'il ne serait pas possible de changer en fait la règle des agences de réglementation européennes qui est d'étudier en priorité justement les dossiers des industriels plutôt que d'étudier les études scientifiques ? Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est un peu ça aussi le nœud du problème. Absolument. Alors, quand on discute avec les régulateurs disent non, mais tout va bien, parce que dans les textes réglementaires qu'on est censé suivre, il y a des clauses qui nous obligent à regarder la littérature scientifique. Et c'est vrai. Et ce que je disais tout à l'heure un peu rapidement, c'est que cette littérature scientifique, elle est systématiquement considérée comme non pertinente.
parce qu'on n'a pas utilisé le bon nombre de rongeurs pour faire l'étude, parce qu'on n'a pas utilisé la bonne souche, parce qu'on n'a pas fait un relevé systématique de tous les paramètres biochimiques des animaux quand on a fait le test, parce que la force statistique d'une étude n'est pas suffisante. Vraiment, il y a 1000 raisons qui font qu'en général, l'écrasante majorité de ces études ne sont pas prises en compte. Aujourd'hui, par exemple... Mais pourquoi est-ce que justement les études rendues par les industriels seraient considérées comme plus sérieuses? Parce qu'on pourrait dire qu'ils pourraient avoir tendance à cacher la dangerosité d'un produit parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il soit interdit, par exemple. Bien sûr, mais c'est l'évidence, en fait. Si vous posez Je pose une question volontairement naïve, mais... Non, mais c'est pas du tout naïf. C'est pas du tout naïf. Mais là, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans ces histoires, c'est que le lobbying, quand il s'agit de pesticides et d'agrochimie, quand il s'agit de questions complexes comme ça, techniques, le lobbying, il se fait aussi comme ça, mais il se fait pas majoritairement comme on l'imagine. C'est-à-dire des gens en costard qui fument le cigare et qui attendent les députés ou les hauts fonctionnaires dans les lobbies d'hôtels, d'où le mot, pour leur servir les éléments de langage, les inviter à déjeuner, etc., etc. Ça existe aussi, mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, il est en amont. Il est dans l'écriture de la réglementation. C'est là dont tout le monde se fout. Personne ne va regarder les documents guides de l'OCDE ou de l'EPPO quand on explique qu'il faut prendre telle quantité d'animaux pour tester telle et telle dose de tel produit pour voir s'il y a une augmentation statistiquement significative de tel ou tel effet délétère. Bref, tout ça est très compliqué et personne ne va regarder là-dessus. Il n'y a pas un journaliste qui s'intéresse de très près à cette littérature. Mais c'est dans cette littérature que tout est construit pour que ces produits arrivent très facilement sur le marché. Alors très facilement, n'exagérons rien. Les industriels sont quand même obligés de fournir tout un tas d'études. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Mais disons que c'est suffisamment permissif pour que, en général, un dossier bien ficelé, il passe la barre. Donc le lobbying est fait en fait en amont pour influencer les dispositions de la réglementation. Absolument, absolument. Et puis c'est un lobbying qui est presque organique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie communauté de vues entre les grands industriels de l'agrochimie et l'État, et les États. D'ailleurs, on le voit de manière, je trouve, assez embarrassante récemment. Il y a tout un tas d'ONG qui poursuivent l'État français pour négligence, pour carence, en gros. Au motif pour inaction sur la question de la biodiversité. Voilà. Alors, plus que pour inaction, c'est pour avoir autorisé des produits qui sont fortement délétères pour la biodiversité. Et tout ça est absolument consensuel et accepté par tout le monde. Et qui est venu au secours spontanément de l'État? C'est Phytéis. Exactement. Le plus gros lobby des pesticides en France. Et donc, pour ce monde-là, c'est quelque chose de naturel et normal de défendre le productivisme, le fait de vouloir produire beaucoup et régulièrement. C'est quelque chose, c'est un objectif qui est congruent aux objectifs des États. Et en fait, on s'en rend bien compte. Il y a aussi un enjeu de puissance pour les États d'être des gros importateurs de céréales. C'est aussi une façon de s'imposer sur la scène internationale. Donc il y a une communauté vraiment de vues. Je ne dirais pas une complicité, parce qu'il n'y a probablement pas d'intention de nuire, encore qu'on pourrait en discuter longuement, mais il y a une communauté de vues entre ces grands industriels et l'État. Et donc ça rend les choses d'autant plus simples quand il s'agit d'autoriser les produits ou de les réautoriser, et d'autant plus compliqué quand il s'agit de les retirer.